Je n'avais jamais prévu de rester dans cette grange plus d'une nuit. J'étais blessé, perdu, juste à la recherche d'un abri contre la tempête. Mais ensuite, il est entré. Pieds nus. Silencieux. Trop pur pour le genre de chaos que j'étais. Mika. Il n'était pas censé me parler, encore moins revenir, et pourtant, il l'a fait. Et ce qui avait commencé dans le silence s'est transformé en quelque chose que ni lui ni moi ne pouvions défaire. Je croyais me cacher du monde. Mais j'ai trouvé quelqu'un qui valait la peine d'être vu. Laisse-moi te ramener là où tout a commencé. C'était le genre de tempête qui faisait trembler les os de la terre. Le ciel s'était ouvert dans un grondement, le vent avait une volonté propre, et la pluie tombait, épaisse comme du lin. Je marchais depuis des heures, peut-être plus. Mon épaule me lançait, résultat d'une chute 2 nuits auparavant. Mes chaussures étaient trempées, du sang s'était incrusté au bord de mon jean. Chaque pas était une malédiction silencieuse. Mon corps voulait s'effondrer, mais un instinct vacillant me poussait encore, titubant à travers des champs noirs sans fin, seulement brisés par des poteaux de clôture et les silhouettes lointaines de quelques maisons. Je ne savais pas où j'étais. Quelque part en Pennsylvanie, je pensais. Le comté de Lancaster, peut-être. La carte que je gardais dans ma veste avait disparu envolée par le vent ou perdue quand j'avais glissé en tentant de descendre une pente boueuse près d'un dépôt de marchandises. Ce dont j'avais besoin maintenant, ce n'était pas de gentillesse, ni même d'aide. Juste 4 murs, un toit, et un sol sec pour poser mon corps épuisé. Quand la grange est apparue dans l'obscurité, à moitié noyée dans les ombres, frémissante sous le vent, j'ai cru un instant à un mirage. Mais un éclair l'a confirmé, une vieille construction de style amish. Simple. Fonctionnel. Pas de lumière moderne, pas de véhicule. J'y ai boité comme un homme affamé d'air. La porte latérale a grincé quand je l'ai poussée. Elle n'était pas verrouillée. Ça m'a semblé être un miracle. À l'intérieur, c'était sec, bien que l'odeur du vieux foin et du bois humide emplissait l'air. Je me suis adossé au mur, le cœur battant, laissant mes yeux s'adapter. C'était calme. Presque sacré. Mes membres ont cédé sous moi, et je me suis effondré sur un tas de couvertures usées et de sarre en toile. J'ai dû somnoler par intermittence pendant des heures. La tempête s'était calmée, mais mon épaule brûlait de plus en plus. Du sang traversait la bande de tissu que j'avais fabriquée avec ma propre chemise. Je flottais entre la fièvre et les rêves brisés. Et puis je l'ai entendu. Un pas. Léger. Hésitant. Le bruit d'une botte sur le foin. J'ai ouvert les yeux, plissant les paupières dans la pénombre. Il se tenait juste à l'intérieur des grandes portes entr'ouvertes, éclairées par la dernière lueur de la lune. Un seau dans une main, un petit paquet de tissu sous l'autre bras. Jeune. Peut-être 19 ans. Mince. Une posture droite qui le faisait paraître plus grand qu'il ne l'était. Il portait des vêtements simples, pantalons amples, bretelles, chemise de lin retroussée jusqu'au coude. Son visage, à moitié dans l'ombre, était saisissant. Pas beau au sens mondain, mais pur. Des yeux trop grands pour son visage, encadrés de cils sombres. Des cheveux couleur de blé tendre. On aurait dit qu'il ne venait pas de ce siècle. Pendant un instant, j'ai oublié la douleur. Il me fixait comme si j'allais disparaître s'il clignait des yeux. Je n'ai pas parlé. Lui non plus. Le garçon a avancé, aussi silencieux qu'un souffle. Il a posé le seau près du mur, puis le petit paquet noué d'une ficelle juste à côté de moi. J'ai vu alors ce que c'était, du pain, un œuf dur, des tranches de pommes enveloppées dans une serviette. Une odeur sucrée s'en dégageait, comme un souvenir. Ma gorge s'est serrée. Tu n'as pas besoin de, ai-je murmuré d'une voix rauque. Il a levé un doigt vers ses lèvres, puis s'est tourné vers la porte. Attends. Le mot ne sortit pas, mais je l'ai pensé si fort que l'air aurait pu se briser. Mon cœur battait comme un tambour d'alerte. Je n'étais pas prêt à ce qu'il disparaisse. Il est resté un moment dans l'encadrement, dos tourné, une main posée contre le montant de bois. Puis, lentement, il a levé le bras et a fait glisser le loquet de la porte. Nous enfermant tous les deux à l'intérieur.
Je ne sais pas pourquoi ce geste m'a semblé être une permission. Peut-être à cause du silence. Ou la façon dont il avait bougé sans panique, sans jugement. Il est revenu là où je me trouvais, s'est accroupi, ses yeux examinant mon corps, s'attardant sur la bande autour de mon bras. Son front s'est plissé, et je l'ai vu tressaillir légèrement, comme s'il ressentait lui aussi la douleur. Mais il ne dit rien. Ses mains, quand elles bougèrent, furent d'une douceur infinie. Il défit le tissu sans poser de questions, révélant la plaie en dessous. Elle s'était rouverte. Ses yeux ne reculèrent pas à la vue du sang. Il sortit de sa poche un petit flacon, une sorte de baume, peut-être de la sauge ou une teinture artisanale, et y trempa un morceau de tissu. La brûlure me fit grogner, mais je restai immobile. La concentration sur son visage, ses lèvres serrées, me serrait la poitrine d'une manière que je ne comprenais pas. Je tentai de parler encore. Qui? Mais il leva les yeux brusquement, secoua doucement la tête. Ne dis rien. C'est ce que disaient ses yeux. Et j'ai obéi. On est resté là, longtemps. Lui, agenouillé à mes côtés, œuvrant en silence. Moi, le regard fixé sur ses mains, son visage, le lent mouvement de sa respiration. Il sentait le feu de bois et le lait frais. Il ne dégageait pas juste de l'innocence. Il semblait intouché. Il n'avait pas encore été façonné par le poids brutal du monde. Et pourtant, il y avait une lourdeur dans son regard, comme s'il portait un fardeau dont il n'avait jamais parlé. Peut-être qu'il ne pouvait pas en parler. Finalement, il se leva. Ses pieds nus ne firent presque aucun bruit sur le vieux plancher en bois. Il traversa la grange et revint avec une vieille lanterne, qu'il alluma d'une simple allumette. La flamme vacilla, projetant une lueur orangée douce à travers les ombres. Je le vis alors pleinement, et il me vit aussi. Pendant un moment, nous nous sommes simplement regardés. Mon visage devait porter cent histoires que je n'avais pas les mots pour raconter. Le sien était illisible, mais il ne détourna pas le regard. L'air entre nous semblait chargé de quelque chose de non dit. Je tendis la main vers le pain qu'il avait laissé, le cassé en deux. Je ne savais pas trop pourquoi. L'habitude, peut-être. Je lui tendis une moitié. Il hésita. Puis, enfin, il la prit. Nous nous sommes assis ensemble dans ce silence, la lanterne crépitant doucement, l'odeur du foin, de l'orage et de la peau flottant encore dans l'air. Je mâchais lentement, la bouche sèche mais reconnaissante. Il ne mangea presque rien, se contentant de m'observer depuis l'autre côté de la grange, les jambes croisées, les mains posées sur ses genoux. Finalement, il se releva et s'avança vers le coin opposé, là où une couverture élimée était posée sur de vieilles caisses. Il me l'apporta sans un mot, la déposant sur mes jambes. Ce garçon, pensai-je, est soit l'âme la plus pure que j'ai jamais rencontrée, soit la plus seule. Il se dirigea de nouveau vers la porte. Ma poitrine se serra. Tu n'es pas obligé de rester, dis-je, la voix basse. Mais je ne dirai rien à personne. Il ne répondit pas. Il tourna seulement la tête, croisa de nouveau mon regard, et finalement, après tout ce silence, il parla. Sa voix était plus douce que ce à quoi je m'attendais, comme un chant murmuré. « Tu peux rester, dit-il. » Puis, après une pause. « Mais personne ne doit savoir. » Et sur ces mots, il ouvrit juste assez la porte de la grange pour se glisser dehors, disparaissant dans la brume argentée de la nuit comme un fantôme, laissant derrière lui la chaleur de sa présence et l'écho de paroles que je n'avais pas espéré entendre, mais personne ne doit savoir. Mais ce n'était que le début. Il revenait chaque matin, juste après le lever du soleil. La porte de la grange grinçait légèrement et il entrait comme un fantôme, silencieux, rapide, pieds nus, toujours avec quelque chose dans les mains. Une tasse d'eau, une bande de tissu, un œuf dur. Une fois même, un onguent qui sentait légèrement le pain et le vinaigre. Il ne parlait pas beaucoup, pas au début, déposait les objets près de moi, me lançait un regard et repartait aussitôt. Je me surpris à attendre ses regards plus que je ne voulais bien l'admettre. Mika. C'est ainsi que je commençais à l'appeler dans ma tête, même si je ne connaissais pas encore son nom. Cela lui allait bien. Biblique. Pur. Doux sur les bords.
Il avait les mains calmes et précises de ceux qu'on a élevés à réparer avec peu d'outils. Sa présence ne s'annonçait pas, elle arrivait, simplement, comme si elle avait toujours été là. Au bout du 3e jour, je pouvais m'asseoir sans trop grincer des dents. La fièvre était tombée. Mon bras me lançait encore, mais l'enflure avait diminué. Je l'observais pendant qu'il se déplaçait dans la grange, empilant de vieux sacs de grains, vérifiant les joints des fenêtres, triant des brins de foin comme s'il cherchait une excuse pour rester. Je sentais quelque chose de non formulé flotter dans l'air. Pas une tension, non, plutôt une énergie en suspens. Une vibration. Mika, dis-je un matin, testant ce nom à voix haute. Il se retourna brusquement, surpris, tenant un morceau de fromage dans une main. « C'est ton nom » demandai-je doucement. Ses sourcils se froncèrent, non pas par colère, mais comme s'il réfléchissait. Puis, lentement, il acquiesça d'un seul hochement de tête. Je souris. « Il te va bien. » Ce fut le jour où je commençai à parler un peu plus. Pas de choses importantes, de petites choses. La météo. La façon dont les étoiles brillaient à travers les fentes du toit. Et un après-midi, lorsqu'il resta plus longtemps que d'habitude, assis en face de moi, je lui dis la vérité. J'étais censé devenir pasteur, dis-je en fixant les nœuds dans le bois entre nous. Le regard de Mika se releva. Cela attira son attention. J'ai étudié les Écritures, la théologie, là-bas dans l'Est. Rhode Island, continuai-je. Mais je n'ai jamais été très doué pour faire semblant de ne pas avoir de questions. Il ne demanda pas lesquelles. Je respectais ça chez lui. Sa patience dans le silence, sa volonté de laisser les choses prendre leur sens à leur rythme. Je ris, d'un rire sec et amer. Est-ce qu'on t'a déjà dit que la foi est la réponse à toutes les questions qu'on ne devrait pas poser? Il hocha la tête une fois. Et dans son regard, je vis une étincelle de reconnaissance. Il ne me demanda jamais pourquoi j'avais quitté le ministère. Pourquoi je marchais seul à travers des champs, le bras ensanglanté. Peut-être qu'il ne voulait pas savoir. Ou peut-être qu'il savait déjà. Ce soir-là, il apporta une vraie couverture, à la place de l'ancienne couverte rêche. Elle sentait la lavande et le savon. Quelque chose me disait qu'elle venait de sa propre chambre. Je ne le remerciai pas. Je ne m'y attendais pas. Mais je l'ai posé doucement sur mes genoux, au lieu de le jeter par terre. C'était déjà assez de gratitude. J'ai commencé à l'observer plus délibérément. La façon dont ses doigts tremblaient légèrement quand il me tendait quelque chose. La manière dont ses yeux restaient trop longtemps fixés au sol, comme s'il avait peur que croiser mon regard trahisse quelque chose. Il y avait une hésitation particulière dans sa posture, il s'asseyait toujours avec une jambe repliée sous lui, prêt à se relever, comme si la honte était un poids physique logé entre ses épaules. Il ne m'a jamais touché. Même quand il enroulait un tissu propre autour de mon bras. Il portait la distance comme un manteau bien ajusté. Mais ses yeux, eux le trahissaient. La façon dont il s'attardait sur ma bouche quand je parlais, les éclairs de chaleur qu'il ne comprenait pas encore. Un après-midi, je l'ai vu se figer en plein mouvement. Le vent avait soufflé ses cheveux sur son visage, et il avait levé la main pour les repousser. Mais ses yeux n'étaient pas sur moi. Ils étaient ailleurs. Lointains. Perdus dans un rêve. Tu étais où, à l'instant? Ai-je demandé. Il a sursauté. A baissé la main. Nulle part. Liari. Un petit sourire a effleuré son visage, avant qu'il ne le chasse aussitôt. Le lendemain, il n'est pas venu avant le crépuscule. Il avait l'air secoué. La mâchoire crispée, le souffle court. Je me suis redressé dès qu'il est entré, le cœur serré comme un poing. Il a posé la nourriture rapidement, et s'est tourné pour partir. Mais je l'ai arrêté. Tu m'évites, ai-je dit, d'un ton plus doux que l'accusation ne le méritait. Je ne devrais pas être ici, a-t-il répondu sans se retourner. Alors pourquoi es-tu là? Il a hésité. Je me suis levé lentement, prudemment, malgré les protestations de mon corps. Et j'ai traversé l'espace entre nous. Il n'a pas reculé. Mais il n'a pas levé les yeux non plus. Il gardait simplement la tête baissée.
Je pense, ai-je dit, que tu n'as pas peur de moi. Mika a tressailli, comme s'il avait été piqué. Tu as peur de ce que je pourrais te faire ressentir. Il a levé les yeux. Mon Dieu, ce regard. La peur. La faim. La défiance. L'espoir. C'était comme voir un garçon au bord d'une falaise, le vent dans les cheveux, incertain s'il allait s'envoler ou chuter. Il a ouvert la bouche. La refermé. Puis enfin. Tu ne devrais pas dire des choses comme ça. Pourquoi? Parce qu'elles sont vraies. Parce qu'elles sont dangereuses, a-t-il murmuré. J'ai levé la main doucement et effleuré sa joue. Il n'a pas bougé. N'a pas reculé. Il est juste resté là, respirant faiblement, les lèvres entr'ouvertes, la peau tiède sous mes doigts. Je ne veux pas te blesser, ai-je dit. Tu le fais déjà. Ces mots m'ont frappé plus fort que je ne l'aurais cru. Il a reculé, me laissant seul dans la pénombre. Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là. Le matin suivant, il est revenu, plus tôt que d'habitude. Il n'a rien dit. Il a juste déposé une tasse de thé près de ma couverture et s'est assis en face de moi. Nous avons mangé en silence. Mais quelque chose avait changé. L'air entre nous n'était pas seulement lourd, il crépitait. Mika a fini par parler. J'avais 14 ans, la première fois que c'est arrivé. J'ai cligné des yeux, incertaine de ce qu'il voulait dire. Puis j'ai remarqué les autres garçons, torse nu, travaillant dans les champs, en riant. Leur dos était bronzé, couvert de sueur, ai-je dit doucement. Je pensais que c'était le diable, a-t-il murmuré. On m'a dit que j'étais brisé. Que si je priais assez fort, ça partirait. Et, est-ce que c'est parti? Il a secoué la tête. Ça s'est juste enfoncé plus profondément. J'ai voulu tendre la main pour attraper la sienne. Mais je ne l'ai pas fait. Pas encore. Cette nuit-là, je suis resté éveillé, à regarder les étoiles entre les lattes du toit de la grange, me demandant combien de temps nous pourrions encore affamer la vérité, avant qu'elle ne nous dévore. Et je savais, ce n'était pas la fin. La pluie est revenue, comme un souvenir. Douce au début. À peine audible contre le toit en pente de la grange. Puis plus forte. Insistante. Un rythme qui emplissait l'espace comme une respiration. J'étais allongé sur la paillasse que Mika avait construite à partir de vieux foins et de couvertures pliées, les yeux fixés sur les poutres au-dessus de moi, comptant les gouttes d'eau filtrant à travers le bois. Chaque goutte captait la lumière de la lanterne avant de disparaître. Il était en retard. D'habitude, à cette heure-là, j'aurais entendu le loquet, le bruit de ses pieds nus sur les planches anciennes. Mais ce soir-là, rien. Juste la pluie et le vent. Je m'étais convaincu qu'il ne viendrait pas. Jusqu'à ce que la porte grince. Et que cette silhouette familière entre. Ses épaules étaient trempées, des boucles de cheveux collées à son front. Il avait l'air différent. Pas physiquement. Mais dans son énergie. Comme si quelque chose en lui avait changé. Ses gestes étaient raides. Mais pas à cause de la colère. C'était de l'hésitation, mêlée à une étrange détermination. Tu es trempé, ai-je dit en me redressant, le regardant fermer la porte derrière lui. Il haussa les épaules. Son visage restait impassible. Je ne voulais pas attendre. Je ne lui ai pas demandé ce qu'il voulait dire. Mika a traversé lentement la grange, portant une petite bouilloire enveloppée dans un linge. De la vapeur s'échappait du bec. Il l'a posée entre nous, puis a allumé la lanterne sans un mot, remplissant l'espace d'une chaleur ambrée. Il n'a pas proposé de nourriture, cette fois. Il n'a pas expliqué son silence. Il s'est simplement assis à côté de moi, le dos contre la porte de la grange, les bras posés sur ses genoux repliés. Dehors, le champ miroitait d'argent. La pluie tombait en lignes si nettes qu'elles effaçaient l'horizon, noyant le monde dans une brume silencieuse. La grange était devenue une île. J'ai prêché, dis-je finalement, la voix basse. Ou du moins, j'ai fait semblant de pouvoir le faire. Mika tourna la tête, me regardant du coin de l'œil. Je me tenais devant des rangées de chaises pliantes, la Bible ouverte et les mains tremblantes,
expliquant ce que signifiait la grâce, l'amour. Tout en cachant ce que j'étais, ce que je ressentais. J'expirai lentement, appuyant ma paume à plat sur le sol. Tu ne peux pas porter ça trop longtemps, Kai. Il ne répondit pas. Mais il ne détourna pas le regard non plus. J'ai tout perdu. Mon ordination, ma réputation, ma maison. Tout ça, pour une seule raison. Quelle raison? Demanda-t-il doucement. Je laissai échapper un rire bref et amer. Je suis tombé amoureux de quelqu'un que je n'étais pas censé aimer. La mâchoire de Mika se crispa. Ses yeux glissèrent vers un coin sombre de la grange, comme si la vérité était plus facile à accepter en morceaux, sans la regarder directement. Ce n'était pas un scandale, jusqu'à ce que quelqu'un découvre. Jusqu'à ce qu'ils nous voient ensemble. Je marquai une pause. Et même là, ce n'était pas tant la trahison des vœux qui les a le plus choqués. C'était le fait que j'aimais un homme. Mika tressaillit. Pas de dégoût, plutôt une forme de reconnaissance. Comme si ce mot avait des crocs. J'ai été mis à l'écart. Rejeté. Pas officiellement peut-être, mais dans les faits. Mon téléphone ne sonnait plus. Mes amis ne venaient plus. Mon propriétaire m'a donné 30 jours pour partir. Mika restait immobile à côté de moi, la pluie glissant lentement sur le bois derrière nous. Qu'est-il devenu? Demanda-t-il après un long silence. Parti, répondis-je. Il est parti avant même que je puisse lui demander de rester. Le silence s'étira, comme un fil tendu entre nous. Je ne regrette pas d'avoir aimé, ajoutai-je. Mais je regrette d'avoir laissé ça me transformer en quelqu'un qui a peur d'être vu. Il me regarda alors. Et je sus qu'il comprenait. Je n'ai jamais rien dit à personne, murmura Mika, si doucement que j'ai failli ne pas l'entendre. Dis quoi? Il ne répondit pas. Il se contenta d'avancer la main vers la bouilloire, puis la retira aussitôt, comme si la chaleur l'avait brûlé. Dans cette communauté. Il s'interrompit, avala difficilement sa salive. Tu es soit une chose, soit une autre. Il n'y a pas de place entre les deux. Il inclina la tête en arrière, la posant doucement contre le mur de la grange. Sa gorge se contracta, et ses cils étaient mouillés non pas de larmes, mais peut-être de l'humidité, ou du moment lui-même. Dans cette communauté, je n'étais pas vu, dit-il. Pas vraiment. Observé, jugé, attendu. Mais jamais vu. Je sentis quelque chose se serrer dans ma poitrine. C'était une douleur différente cette fois. Pas née d'une blessure, mais d'une reconnaissance. Quand j'avais 16 ans, continua-t-il, j'ai aidé Élie Troyer à charger du foin dans le champ du fond. Il a enlevé sa chemise à cause de la chaleur. Je me souviens que je ne pouvais pas détourner les yeux, mais je ne pouvais pas non plus le laisser s'en rendre compte. Alors j'ai fixé le sol, la grange, n'importe quoi sauf lui. Il me regarda, les yeux grands ouverts, fatigué. J'ai prié chaque nuit après ça. Supplié Dieu de me débarrasser du péché. Mais il n'est jamais parti. Il s'est juste tu. La pluie s'adoucit, glissant en un motif presque brumeux. Je regardais ses mains, crispées sur ses genoux. Il ne savait pas quoi en faire. Moi, si. J'ai tendu la main, lentement, délibérément, pour que chaque geste soit clair. Je l'ai frôlé du bout des doigts. Rien de plus. Juste un contact. Il baissa les yeux, comme surpris par le geste, même s'il avait eu le temps de s'en éloigner. Je n'ai pas insisté. Mika ne bougea pas, mais il ne se retira pas non plus. Nous sommes restés là, côte à côte, nos corps proches sans se toucher, sauf ce lien léger, ma main à côté de la sienne, nos doigts à peine effleurés. Il laissa le contact durer 10 secondes. Puis, doucement, il se retira. Pas comme s'il était fâché. Pas comme s'il ne le voulait pas. Juste, effrayé. Il replia les mains en poing sur ses genoux et fixa à nouveau le champ, là où la brume dansait maintenant comme des esprits dans l'herbe. Je ne l'ai pas retenu. Je n'en avais pas besoin. Ce soir, il était resté plus longtemps que jamais. Et c'était suffisant. Pour l'instant. J'étais perdu.
Une douleur enroulée en moi, comme une maladie. Je n'avais pas prévu de pleurer. Ce n'était pas un choix. C'était un effondrement. J'ai enfoui ma tête dans mes mains et j'ai laissé venir. Des années de honte, de silence, d'exil. Un chagrin enfoui sous la survie. Ça m'a traversé comme un éclair fendant un arbre. La porte de la grange a grincé en s'ouvrant. Je n'ai pas levé les yeux. Je ne voulais pas qu'il me voie comme ça, brisé, vulnérable, sanglotant comme un enfant perdu dans le noir. Mais Mika n'a rien dit. Il n'a pas demandé ce qui n'allait pas. Il a traversé la pièce en silence, s'est pas calme, et s'est assis à côté de moi. J'ai senti sa chaleur avant même de le voir. Puis, sa main, douce, hésitante, s'est posée dans mon dos. Un geste prudent, pas une prise, pas une injonction. Juste là. Juste humain. J'ai pressé ma paume contre mon visage, tenté de retenir les larmes. Mais elles coulaient quand même. Fortes. Brutes. Du genre que je m'étais interdit depuis le jour où ils avaient effacé mon nom du bulletin de l'église. Mika n'a toujours rien dit. Sa main traçait lentement des cercles entre mes omoplates. Présente. Apaisante. Je me suis tourné vers lui sans y penser, comme un aimant attiré par l'unique morceau de métal dans la pièce. Nos regards se sont croisés. Et quelque chose est passé entre nous, silencieux, mais indéniable. Il a effleuré ma joue, son pouce essuyant le sel de mes larmes. J'ai fermé les yeux. C'est alors que j'ai senti son front contre le mien. Une pression légère. Un souffle tremblant entre nous. Puis ses lèvres. Douces. Légères comme une plume. Une question, pas une exigence. Un baiser si délicat qu'on aurait pu le confondre avec une respiration. Je n'ai pas bougé. Pas tout de suite. C'était trop. Trop doux. Trop vrai. Lorsqu'il s'est reculé, j'ai ouvert les yeux. Les siens étaient grands, inquiets. Pas à cause de moi, mais de lui-même. De ce qu'il avait fait. De ce que cela signifiait. Commença-t-il, la voix brisée. Je n'aurais pas dû. Mais je me suis penché, juste assez pour l'empêcher de sombrer. Tu n'as rien fait de mal, ai-je murmuré. Pas pour moi. Et pourtant, Mika s'est levé d'un bond, comme si le baiser l'avait brûlé. Il a traversé la grange en 5 pas silencieux et s'est assis dans un coin, les genoux repliés contre sa poitrine. Je suis resté là, à le laisser respirer. La tempête dehors hurlait plus fort, le tonnerre éclatant comme un reproche. Je l'ai observé, silhouette tremblante. Pas à cause du froid, mais de quelque chose de plus profond. Un garçon déchiré entre ce qu'il désirait et ce qu'on lui avait appris à craindre. Une minute passa. Peut-être des heures. Je ne sais plus. Puis il s'est levé, revenu vers moi. Ses genoux ont touché le sol avec douceur. Et il a dit. Peut-être que c'est mal, pour eux. Ses yeux cherchaient les miens, humides, incertains. Il ne demandait pas pardon. Il cherchait de la clarté. Mais avec toi, ça ne semble pas mal. Je soupirai. Une tension en moi se dénouait, fil par fil. J'ai levé la main, effleuré sa mâchoire. Cette fois, il s'est penché dans le geste. Et on s'est embrassé de nouveau. Plus lentement. Avec intention. Avec conscience. Ses mains ont trouvé mes épaules, hésitantes mais présentes. Les miennes se sont posées sur sa nuque, mes doigts jouant dans ses boucles humides. Le baiser s'est approfondi. Pas précipité. Pas désespéré. Juste plein. Comme une langue qu'on avait toujours connue mais jamais osé parler. Sa respiration s'est brisée. La mienne aussi. Chaque partie de moi s'est éveillée. C'est lui qui s'est éloigné en premier, ses yeux lisant les miens comme un verset. « Tu es sûr » ai-je demandé. Sa réponse est venue en un souffle, ses lèvres effleurant les miennes. Je n'ai jamais eu autant peur. Il a marqué une pause. Mais oui. Ses mains tremblaient. On peut s'arrêter, dis-je doucement. On n'est pas obligé.
Mika me regarda, vraiment regardé, puis secoua la tête, sa voix vacillante. Non. Ne t'arrête pas. Alors, je ne l'ai pas fait. Son souffle tremblait contre ma gorge tandis qu'il était à moitié allongé sur moi. Son poids semblait hésitant, comme s'il ne croyait toujours pas qu'il avait le droit d'être là. Sa main reposait à plat contre ma poitrine, juste au-dessus de mon cœur, ressentant son rythme irrégulier. Le mien battait fort contre sa paume, exposé, vulnérable. Nous respirions l'un l'autre, nos souffles humides et saccadés, et tout le reste s'effaçait. Ses lèvres effleurèrent les miennes, cette fois avec intention. Ce n'était plus une question. Je l'ai embrassé en retour, l'âme ouverte, douloureuse. Ma main glissa derrière sa nuque pour le garder près de moi. Il émit un son, doux, pris dans sa gorge, comme quelque chose qui avait été enfermé trop longtemps et trouvait enfin l'air libre. Cela fit quelque chose en moi. Quelque chose se brisa, s'ouvrit. Je me suis tourné lentement, prudemment, jusqu'à ce que nos positions changent. Il était désormais sous moi, les yeux grands ouverts, les lèvres entr'ouvertes. Mes mains encadraient son visage. Je restai suspendu au-dessus de lui, observant chaque frémissement de sa mâchoire, chaque souffle, lui donnant la possibilité de dire non. Mais il ne le fit pas. Ses doigts glissèrent sous l'ourlet de mon t-shirt, le remontant doucement. Je l'enlevai complètement, révélant une peau marquée par les cicatrices, les années, la solitude. Les yeux de Mika parcouraient chaque centimètre comme si cela avait une signification sacrée. Quand ses mains calleuses mais fébriles me touchèrent, c'était avec une sorte de révérence. Je me penchai pour embrasser sa clavicule, puis sa gorge, puis l'espace juste en dessous de son oreille. Je sentis son souffle se bloquer, perçus le léger soubresaut de ses hanches, comme surpris par sa propre réaction. Je souris contre sa peau, puis l'embrassai à nouveau, plus profondément. Un signe. Une marque. Un secret. Il haleta. Ses mains agrippèrent mes épaules, puis descendirent lentement, explorant l'arc de mon dos, les courbes de ma colonne vertébrale. Mes propres mains se faufilèrent sous son haut, longeant ses côtes, découvrant la douceur d'une peau encore inconnue. Il me laissa lui retirer son t-shirt, lentement. Sa poitrine se soulevait et retombait comme s'il se tenait au bord de quelque chose d'immense. J'embrassai le creux juste sous son sternum. Il frissonna. L'une de ses mains se perdit dans mes cheveux, pas pour me guider, juste pour s'accrocher à quelque chose. Nous étions peau contre peau, poitrine contre poitrine, glissant de sueur et de la pluie qui avait pénétré depuis l'orage. La sensation était électrique. Une chaleur profonde montait dans mon ventre. Chaque nerf était à vif. Et pourtant, ce n'était pas seulement physique. Ses yeux cherchaient les miens, désespérés, apeurés, pleins d'envie. « Est-ce que c'est réel ?» demanda-t-il, la voix presque inaudible. Je pris son visage entre mes mains. C'est la chose la plus réelle que j'ai ressentie depuis longtemps. Il m'attira pour un nouveau baiser, cette fois sans retenue. Il brûlait. Il ouvrait un espace entre nous que rien n'avait encore effleuré. Ses jambes s'enroulèrent autour de ma taille. Nos corps commencèrent à se mouvoir, lentement d'abord, puis avec plus d'urgence. Nos hanches se cherchaient, nos souffles se coupaient. La retenue s'étirait comme un fil tendu jusqu'à la rupture. Nous n'avions pas besoin de mettre de mots sur ce qui se passait. Nous savions. La chair contre la chair. La friction, le feu, et enfin, l'abandon, un tremblement qui nous traversa comme une tempête. Pas brutale. Pas folle. Mais brute. Intime. Vibrante. Quand ce fut terminé, je m'allongeai à ses côtés, le ramenant contre moi. Sa tête reposa sur ma poitrine. Son souffle ralentissait. Mes doigts passaient doucement dans ses boucles humides. Il ne parla pas. Moi non plus. Mais dans ce silence, nous savions tous les deux, rien ne serait plus jamais comme avant. Le premier signe fut les empreintes. Je me réveillai au son de la respiration de Mika, allongée à côté de moi. Son bras était posé légèrement sur mon ventre. Ses doigts encore recroquevillés, comme s'il avait peur de lâcher même en rêve. Mais le murmure des voix à l'extérieur de la grange fit raidir nos corps d'un seul coup. Nous fûmes figés. Mika.
La voix était grave, tranchante, âgée et familière, d'une manière qui glaça le sang de Mika sous ma main. Il se redressa brusquement, tirant la couverture avec lui. Ses yeux étaient grands, emplis d'une peur que je ne lui avais encore jamais vue. Depuis notre première nuit, on a entendu les bottes lourdes à l'extérieur de la porte de la grange. Puis une autre voix, plus grave, plus rauque. Regarde, là. Des empreintes. Et ce ne sont pas les tiennes. Mika s'est précipité dans un coin, tirant sur sa chemise. Il s'est tourné vers moi, le visage pâle. Mon père. Je suis resté figé, le cœur battant à tout rompre. J'étais déjà entré dans des endroits où je n'avais pas ma place, mais jamais dans un qui aurait pu se terminer avec mon corps traîné dans la boue. Je dois partir, ai-je soufflé. Il a secoué la tête. Non. Reste juste dans le grenier. Ne bouge pas. Je vais gérer. Mais je l'ai vu dans ses yeux, il n'y croyait pas lui-même. Le loquet a tremblé. Mika s'est précipité vers la porte avant qu'elle ne s'ouvre complètement. Bonjour, Da? Dit-il, la voix tendue, le corps dressé pour bloquer l'entrée. T'étais debout tôt? Demanda son père. Tes bottes ne sont plus là. Mais j'ai vu des traces, plus lourdes que les tiennes. Mika a hésité un instant de trop. Je déplaçais des sacs, depuis l'abri. Peut-être que je les ai traînés. Un silence. Et maintenant tu dors ici? Non, dit Mika trop vite. Je vérifiais juste après la tempête. Long silence. Tu sens la sueur, dit son père, voix basse, tranchante. Comme si tu partageais ton espace avec quelque chose. Mika ne répondit pas. Moi, je retenais mon souffle, caché dans l'ombre du grenier, priant que le silence me rende invisible. Finalement, les bruits de bottes s'éloignèrent. La porte de la grange se referma. Mika n'est pas monté tout de suite. Quand il a fait, il avait l'air brisé. Il sait, dis-je. Il soupçonne. C'est pareil, répondit-il. J'ai commencé à rassembler mes affaires les quelques-unes que j'avais, une chemise, une couverture, la sacoche que Mika avait remplie un jour de provisions. Mes doigts bougeaient par instinct. Mika regardait, les bras croisés sur sa poitrine, campé comme un garde qui voulait empêcher ses émotions de passer. Tu pars? Quel choix j'ai? Ai-je dit, les mots acérés. Tu crois qu'il ne reviendra pas? Qu'il ne reviendra pas avec plus d'yeux? Plus de points. Silence. Dis quelque chose. Sa voix était endue. Si tu pars, ce n'est pas juste partir. C'est effacer ce qu'on a trouvé. Je me suis arrêté, je me suis retourné. Tu veux que je reste? Ai-je demandé. Que je reste caché dans le grenier comme une honte que tu n'oses pas nommer? C'est injuste. Non. Alors montre-le. J'ai fait un pas vers lui. Montre-moi que tu veux être vu, pas juste caché. La mâchoire de Mika s'est serrée. Ses yeux brillaient, mais il ne dit rien. Et ce silence était pire que le rejet. Je suis passé à côté de lui. La porte de la grange a gémi quand je l'ai ouverte sur le matin gris. Je ne me suis pas retourné. Mais Dieu sait que j'espérais qu'il me suivrait. Je ne suis pas allé loin. Pas parce que j'avais encore de l'espoir, mais parce que je n'avais nulle part où aller. Je me suis arrêté à la lisière du champ de maïs, au-delà de la clôture qui séparait le monde de Mika du mien, celui dont j'avais été exclu depuis longtemps. Sous un érable fendu, je me suis assis. Mon sac à côté, mon dos contre l'écorce rugueuse. La grange restait silencieuse, tassée à l'horizon, comme si elle n'avait pas abrité un secret trop grand pour être contenu. Je m'étais juré de partir au lever du soleil. Je ne l'ai pas fait. Pas encore. La lumière de l'aube n'avait pas encore percé quand je l'ai entendu. Le froissement doux de l'herbe sous des pas nus. Je me suis tourné vers le son. Et il était là. Mika. Il avançait prudemment, les épaules tendues, la chemise froissée, les manches roulées à moitié. Pas de manteau, pas de chapeau. Rien pour le protéger du froid du matin.
Mais ses yeux clairs, profonds, fixés sur moi. Et dans ce regard, quelque chose avait changé. Il n'a pas parlé tout de suite. Il s'est approché jusqu'à être devant moi. Puis il est tombé à genoux dans l'herbe, assez près pour que je sente son souffle trembler. « Je pouvais pas te laisser partir comme ça, » dit-il doucement. J'ai baissé les yeux vers mes bottes. « Tu l'as déjà fait. » Il n'a pas nié. Mais la douleur a traversé son visage. Je sais, mais j'avais peur. J'ai attendu. Lui aussi. Puis, lentement, comme quelque chose de fragile qui cherche sa forme dans le vent, il dit. J'ai encore peur, mais il y a quelque chose qui fait plus mal que ça. J'ai relevé les yeux vers lui. Il tremblait pas de froid, ai-je compris, mais à cause de ce qui l'avait poussé jusqu'ici. Ses poings étaient serrés. Je ne peux pas vivre dans un monde où aimer est une faute, dit-il. Où le silence est la seule façon de survivre. Les mots flottaient entre nous, comme une vapeur dans l'air glacé. Mais dans sa voix, quelque chose s'était ancré. Fini de se cacher. Fini d'errer entre ce qu'il voulait et ce qu'on lui avait appris à craindre. Je veux vivre dans un monde où je peux aimer. Où je peux être. Et pas juste dans les coins sombres des granges. Je voulais parler. Mais un nœud dans ma gorge m'en empêchait. Puis il a dit ce que je n'aurais jamais attendu. Alors je partirai. Mon cœur a chuté. Avec toi, a-t-il ajouté. J'ai cligné des yeux. Tu le ferais. Ma voix s'est brisée. Je ne sais pas où on ira, dit-il. Ni comment on y arrivera. Mais ce qu'on a trouvé dans cette grange, ce qu'on a été l'un pour l'autre, ce n'était pas rien. C'était la première fois que je me suis senti réel. Sa main s'est tendue vers moi, tremblante mais ouverte. Je n'ai pas hésité. Je l'ai prise. On n'avait plus besoin de parler. Le soleil commençait tout juste à fendre le ciel, déversant des traits d'or et de rose sur le champ couvert de brume. Derrière nous, la grange s'effaçait dans la pénombre, non plus un refuge, mais une relique. Un lieu qui nous avait abrités pendant que nous apprenions à nous apprivoiser. Et maintenant, nous étions deux, cachés, silencieux. Nous avons commencé à marcher lentement, côte à côte. Nous ne nous tenions pas la main. Pas vraiment. Mais nos doigts se sont frôlés, puis encore, et ne se sont plus séparés. Personne ne nous a vus partir. Aucune voix ne nous a appelés. Juste le vent dans les arbres, et le murmure de nos pas sur l'herbe humide. Nous ne nous sommes pas retournés, car il n'y avait plus de retour en arrière. Nous avons avancé, pas à pas, dans l'inconnu, ensemble. Non plus comme des étrangers, mais comme quelque chose de presque sacré. Car un amour comme celui-là ne disparaît pas. Il attend. Il t'éprouve. Alors si tu sais ce qui nous attend, si tu as déjà été au bord du précipice, comme nous l'étions, dis-le-moi. Je t'écoute encore. Claquette leçon de vie. Parfois, l'amour ne crie pas. Il ne frappe pas à la porte. Il se glisse doucement, dans un regard, dans un silence partagé, dans le frôlement de deux mains qui n'osent pas encore se tenir. Ce genre d'amour, discret, fragile mais vrai, nous apprend que le plus important n'est pas toujours d'être vu ou validé, mais d'être là. Ensemble. En silence. En confiance. Et si vous vous êtes déjà senti à la croisée des chemins, si vous avez déjà marché dans l'herbe humide sans savoir où cela mènerait, alors vous savez, certaines choses méritent d'être vécues, même dans l'incertitude. Bulle, soutenez notre chaîne. Si cette histoire vous a touché, si vous vous êtes reconnu dans ce murmure d'émotions, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien rater. Votre soutien nous aide à continuer à raconter des histoires vraies, humaines et pleines de sens. Merci d'avoir écouté. À très bientôt, Cœur jaune.